Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy, comment tu vas? Ça va bien? On attaque aujourd'hui la deuxième et dernière partie de notre épisode sur l'éducation genrée. Dans l'épisode précédent, on a parlé de genre, de stéréotypes, on a parlé des différents biais par lesquels ces stéréotypes sont transmis et de toutes les injonctions que ça crée sur les tout petits et aussi sur les plus grands. Alors, si vous n'avez pas encore écouté ce premier épisode, on vous le conseille vivement. Et puis pour les autres, on reprend là où on s'était laissé en commençant par les conséquences d'une éducation genrée sur les individus. Exactement. Donc, il y a plusieurs points. Il y a l'intégration que la norme est masculine et considérée comme neutre, que tout ce qui est masculin est bien et que tout ce qui est féminin est nul. Il y a l'intégration de la masculinité toxique chez les garçons. Il y a l'intégration de la soumission chez les filles. Et puis, il y a la perpétuation des stéréotypes de genre. Et puis, pour juste reprendre que la norme est masculine et considérée comme neutre, c'est le masculin est neutre. Et Olivia Gazalet, dont on va reparler après, elle dit que le masculin est assimilé à l'universel et l'humain, par défaut, est un homme. Ouais, c'est ce principe qui régit aussi le vocabulaire et la grammaire, etc., qui dit qu'il peut y avoir 250 femmes et un homme, et l'adjectif, il va être accordé au masculin. Exactement. Une des petites choses. Une des nombreuses petites choses. Ouais, c'est ça. Donc là, on va voir les conséquences que ça a sur le caractère et les émotions des petites filles et des petits garçons. Donc, dans le livre dont on a parlé dans l'épisode précédent, Pourquoi le patriarcat, Carol Gilligan, elle explique ce qu'est la crise de connexion, entre guillemets, qui est due au patriarcat et qui instaure une culture fondée sur la binarité et la hiérarchie des genres. Cette crise, elle frappe autant les filles que les garçons au cours de leur développement, mais à des âges différents, et ça met en péril leur bien-être psychologique en raison de la menace que ça fait peser sur leurs relations. Donc pour les filles, on constate qu'entre 11 et 14 ans, il y a une augmentation soudaine de la détresse psychologique. Ce qui se passe, c'est que les filles, elles doivent faire un choix entre faire entendre leur voix et dire ce qu'elles pensent vraiment, ou préserver leur lien social, le lien social. Pour illustrer, on peut lire, dans le livre, il y a le témoignage d'Iris, qui est une jeune femme de 18 ans, qui dit « Si je devais exprimer le fond de ma pensée ou traduire mes émotions, personne ne voudrait être avec moi car ma voix serait trop bruyante. » On voit que les filles, elles se retrouvent devant ce dilemme qui est soit elles expriment leurs pensées et ressentis et elles deviennent quelqu'un d'infréquentable, soit elles n'expriment rien d'elles-mêmes et elles deviennent quelqu'un d'autre. Et c'est juste quelque chose, je te coupe besoin, c'est pas quelque chose la plupart d'entre nous, je dirais, qu'on entend de manière claire. Il y a peu de femmes et de filles qui vont entendre « dis rien, fais pas trop de bruit » de manière vraiment très très directe. Sinon, c'est vraiment tout ce dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est vraiment cette façon dont on est conditionné. Les jouets qu'on nous donne qui nous forcent, on va dire, à jouer tranquillement, calmement, à pas faire de bruit. C'est cette notion d'appartenance, de l'appartenance de la rue aux hommes, etc. C'est jamais quelque chose de vraiment clairement dit, mais on le sait et on s'en rend aussi compte, vu qu'on est tous construits de la même manière, soit un petit peu dans le même moule, on se rend aussi compte de ce que nous on dit, ce que nous on fait, de ce qu'on se prend en face, en fait. Et du coup, ça enfonce, en fait, ces mécanismes qui sont dus aux stéréotypes. Exactement. Et puis, en tout cas, de mon côté, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Hein. Ah oui. C'est souvent, je me dis, non, mais tais-toi. Enfin, c'est fou. Ouais. Vraiment. Toi aussi, alors oui, il y a quand même quelque chose que je dois dire. Et moi, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte depuis que j'ai déménagé ici. Et j'ai beaucoup d'amis français. C'est aussi quelque chose de très suisse. Hein. Il y a aussi une donne culturelle en Suisse. On ne fait pas de bruit, on ne veut pas trop parler fort, blablabla. Donc ça, il y a de toute façon une donne culturelle. Mais oui, en tant que femme, il y a aussi ce côté que, même je vois moi des fois, au travail ou comme ça, tu sais, tu te dis, non mais ça sert à rien de discuter contre cette personne, c'est un mec, de toute façon, il ne va pas vouloir entendre raison. C'est pas grave, tu sais. Ici, ils disent pick your battles, choisis tes batailles. Bataille. Mais c'est ça. Et c'est vrai que je me rends compte que moi, je pick my battles souvent, je laisse un peu tomber quand c'est un mec en disant, bon, de toute façon. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est tellement ancré en nous que même si moi, je crois que je l'avoir jamais entendu,
de manière aussi directe, genre... Non, voilà. on t'a jamais dit clairement, prends pas trop de place, fais pas ci, fais pas ça. C'est comme tu as dit, c'est tout ce qui nous est rentré en fait. Non, on m'a dit, fais pas trop de bruit, les filles, ça fait pas trop de bruit par contre. Ouais. Tu vois, on m'a dit, reste tranquille, enfin, tout ce genre de choses, etc. Et en fait, voilà. ça s'imprime, quoi. Exactement, ouais. Et puis, du coup, ça, on voit que les conséquences, c'est qu'à l'adolescence, les taux de dépression chez les filles montent en flèche, de même que les troubles du comportement alimentaire, les mutilations et les autres formes d'autodestruction. Ouais. C'est quelque chose dont on va reparler après, à quel point la société patriarcale et la masculinité, c'est toxique pour les deux genres. Mais on voit, donc, par rapport à ce que tu as dit chez les filles, on voit aussi ce phénomène chez les garçons. Alors, c'est une crise qui survient en général beaucoup plus tôt, entre 4 et 7 ans. Et Judith Chu a étudié le comportement d'un groupe de garçons de cette tranche d'âge, donc. Et en fait, elle a constaté qu'ils devenaient progressivement de moins en moins attentifs, qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à s'exprimer, et qui se montraient aussi de plus en plus prudents, voire cachotiers, dans leurs interactions sociales. Et en fait, on voit, par rapport à son étude, que la personnalité des garçons se mettait à correspondre à ce qu'on attend de la personnalité des garçons, ce qu'on dit en général de la personnalité des garçons. Et en fait, on voit aussi, ils abolissaient toute empathie, toute sensibilité émotionnelle, ils masquaient leur vulnérabilité, leurs émotions, etc. Et en fait, comme ces caractéristiques, elles sont valorisées dans notre société patriarcale, comme étant viriles, comme étant masculines, en fait, ça leur permet de revendiquer leur supériorité, de disposer de ce statut privilégié réservé aux hommes, et d'exercer enfin un pouvoir sur ce qu'on disait dans l'épisode précédent, les femmes ou alors les sous-hommes, entre guillemets, cette catégorie d'autres hommes qui a été catégorisée plus faible, tout en évitant en fait ensuite également d'être rejeté par les autres garçons. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce concept de masculinité, et vous allez m'entendre en parler beaucoup dans cet épisode, la masculinité, elle se définit par opposition à, et en tant qu'opposé à, tout ce qui est féminin. Ça, c'est hyper important. C'est pas côte à côte, c'est pas et, c'est en opposition à, c'est contre. En d'autres termes, être un garçon, c'est ne pas être une fille ou ne pas être comme une fille. Et en réprimant leur sensibilité et leur désir d'entrer en contact avec les autres, sous prétexte qu'on veut faire partie des garçons, on est un vrai bonhomme, et bien les garçons, ils sacrifient leurs compétences relationnelles, leurs compétences affectives, etc. Et du coup, ça découle, comme chez les filles, de la dépression qui se caractérise chez les garçons, alors plutôt par des troubles de l'attention, de l'apprentissage ou de l'expression. Et c'est pas un hasard. C'est juste pas un hasard. Ça arrive à des âges différents, à des périodes du développement différents. Mais au final, cette masculinité, cette toxicité, cette condition patriarcale, c'est toxique pour les deux genres. Exactement. Et puis, on voit que les filles et les garçons, ils passent par, comme tu dis, ils passent par cette crise de connexion durant laquelle ils apprennent à associer la féminité au pseudo-relationnel et au fait de se passer soi-même sous silence, et la masculinité à la pseudo-indépendance et à la prémunition contre tout désir relationnel et toute sensibilité. On y voit bien que femmes et hommes, on est tous et toutes perdants dans le patriarcat. Ouais. Bon, du coup, on arrive à la partie dont je me réjouissais, les origines de la masculinité. Non, c'est vraiment... j'ai écouté beaucoup d'interviews d'Olivia Gazalet, qui est donc une philosophe française, qui a fait un livre qui s'appelle Le mythe de la virilité. Et en fait, on vous mettra tous les liens à la fin des épisodes, je vais en parler dans quelques secondes. C'était pour moi la révolution de ces 10 dernières années. Je crois que c'est le truc le plus intéressant. Non mais, sans déconner, je crois que c'est le truc le plus intéressant que j'ai entendu depuis des lustres. Alors que voilà, depuis qu'on fait ce podcast, moi j'ai appris un millier de trucs. Mais ça, c'était fabuleux. Bon, donc voilà. On en a parlé. Je te coupe le livre, si vous voulez le lire, qui s'appelle Le mythe de la virilité. Il se lit comme un roman et il est vraiment hyper intéressant. Et ce qui est intéressant en fait dans ce qu'elle explique, c'est justement cette histoire il y a une donne historique, il y a une donne sociologique, anthropologique. Ça a l'air un peu boring comme ça quand je le dis, sociologique, machin. Mais en fait, elle raconte, elle donne des anecdotes au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des millénaires, etc. Et en fait, on voit déjà d'où ça vient, comment ça s'est construit, ça s'est auto-nourri pour en arriver jusqu'ici en fait. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé passionnant, c'est que ça explique tellement de choses dont on parle dans ce podcast, tellement de choses contre lesquelles on se bagarre aujourd'hui,
fabuleux. Je suis, Olivia Gazalet, cœur avec les mains. Non, c'est vraiment palpitant. En fait, le point de départ par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce concept qu'il est accepté et acceptable pour une fille de faire des trucs de garçon. C'est ce qu'on expliquait dans l'épisode précédent. C'est assez ok de jouer avec des jouets de garçons. C'est ok de lire des livres de garçons, etc. Alors que le contraire, il est souvent hyper mal vu, voire interdit, en fait. Hein. Et c'est vraiment pour moi, de là que c'est venu, je me suis dit, mais d'où ça vient, cette masculinité, cette virilité, d'où ça vient et comment ça s'est nourri et développé pendant des millénaires pour en arriver là. Alors, dans son ouvrage, donc, Le mythe de la virilité, Olivia Gazalet, elle explique que jadis, les femmes, elles étaient considérées comme des déesses, pharaons, etc., possédant des pouvoirs magiques, puisqu'apparemment, elles étaient capables de se reproduire par elles-mêmes. En fait, c'est une dévotion qui a persisté jusqu'à ce que le genre humain comprenne le pouvoir du sperme dans la fécondation. Il y a toute une époque de notre ère où les hommes et les femmes, de la même manière, n'avaient pas compris que la femme devait être fécondée. Donc en fait, il y avait ce côté très matriarcal, très matriarche vraiment, où les femmes, elles apparaissaient comme self-sufficient, comme capables de se reproduire par elles-mêmes. Autosuffisantes, ouais. Et comme vraiment aussi, du coup, vu que c'est elles qui donnaient la filiation, qui donnaient la naissance, elles étaient des déesses, parce que c'était grâce à elles qu'on avait des fils, mais c'était aussi grâce à elles que la race continuait à se développer. Donc ça a duré un temps. Au bout d'un moment, ils ont compris, les petits choux, les petites la roses. La cause à effet. Pardon. La cause à effet. La petite graine, etc. Ils ont compris que... Donc après, les choses, elles ont commencé à changer. Aristote vient ensuite. Aristote, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la hiérarchie des fluides. Et en fait, la hiérarchie des genres qui en découle pour expliquer que l'homme est supérieur à la femme. Alors, en quelques mots, sa théorie, c'est que la femme est un être manqué ou manquant qui est né pour subir, puisque perdant son sang menstruel, donc pendant ses règles, et parce qu'elle n'a aucun contrôle sur le phénomène, en fait. Donc en fait, il y a ce parallèle entre la femme qui perd son sang et l'homme qui verse son sang pour la guerre, ou alors, et alors ça, les Grecs, bonsoir, mais alors, le sang, soit il était versé pour la guerre, pour la défense, soit il était chauffé, donc il y a toujours ce concept de chaud et de froid, la femme perd du sang, donc elle devient froide, et l'homme, en gardant son sang, il fabrique du sperme. Et le sperme, c'est la puissance, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on fait les enfants. Et en fait, il y a vraiment tout ce concept qu'on va ensuite retrouver chez les Romains, mais qui a ce concept de maîtrise, en fait. Et nous, on ne peut pas retenir notre sang, mais les hommes peuvent retenir leur sperme. Et en fait, ça en découle une idée qui est que les hommes sont naturellement nés pour dominer et pour gouverner. Donc, après, je sais pas. Moi, je trouve ça absolument palpitant. Hyper intéressant. Je sais pas. Peut-être que vous êtes en train de pousser, vous êtes en x10 parce que vous trouvez que c'est pas du tout intéressant. Moi, j'adore. Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Et ensuite, sous l'Empire romain, on retrouve donc toujours cette notion de contrôle du corps, comme je le disais. Dans la Rome antique, ils n'avaient pas le droit d'éternuer, ils n'avaient pas le droit de se moucher, ils étaient tout dans le contrôle, dans le garder. Donc ça renforce cette histoire que dans la mesure où nous, on ne peut pas garder notre sang à l'intérieur, on est moins importante en fait. Ouais. Et ça découle donc cette idée que les hommes, en fait, ils sont nés naturellement pour gouverner et dominer. Et en fait, cette notion de contrôle du corps et de manque de contrôle du corps, en fait, le manque de contrôle du corps, c'est considéré comme de l'effémination. Et il faut éviter l'effémination à tout prix. Être un homme, c'est ce que tu disais avant, Mélo, c'est avant tout ne pas être une femme. L'effémination, c'est la pire hantise des hommes à ce moment-là. Ça vient de la gynéphobie, du grec yini, qui est la femme, et phobos, qui est la peur. Et en fait, on voit que le féminin, il est déprécié. C'est un indice de lâcheté, de mollesse, c'est la passivité féminine. Et c'est encore et toujours cette notion de manque de contrôle à cause des écoulements menstruels. Donc, assez aussi intéressant de voir comment ces donnes physiologiques sur lesquelles on ne peut rien faire finalement a été mise à la base de cette construction de domination de l'homme. Pour ça, ouais, c'est ça. Et puis, alors l'Empire romain, c'est également l'importance idéologique donnée à la guerre, à la force, au mythe du guerrier, au mythe de la virilité. Virilité, c'est de vir, qui vient de our, qui signifie héros en sanskrit. Donc c'est vraiment ce concept de force et d'importance. Et en fait, tout ça, ça a créé des injonctions de la masculinité
en expliquant aux hommes comment être de vrais hommes, et donc des hommes virils. Et vu que c'est des vrais hommes, des hommes virils, c'est donc pas des femmes, si on suit cette logique aristotélicienne. Et ce qu'on voit... Pardon ? Merci Aristote. Merci. J'aime mes ancêtres. Hein. En partie, je suis grecque. Merci les gars. On apprécie le cadeau. Hein. Non, et ce qu'on voit en fait au cours des millénaires, c'est cette virilité s'ériger en idéal normatif et donc présentée aux hommes comme le seul modèle de masculinité acceptable, sous peine de ne pas être considéré comme un vrai homme. On revient toujours à cette notion de vrai homme, de sous-homme et de femme, cette hiérarchie. Ouais. Il faut être grand, il faut être fort, il faut être musclé, il faut être courageux, il faut être dans le contrôle, il faut ne pas pleurer, etc., etc. Et le problème avec cette théorie qui est la distribution des attributs, en fait, c'est que ces attributs ils sont distribués de manière extrêmement inégale de par nature. Entre les hommes et les femmes, bien sûr, hein, la notion de force, mais également entre les hommes entre eux. Tous les hommes ne naissent pas avec une musculature hyper développée, ils ne naissent pas grands, ils ne naissent pas courageux, etc., etc. Et du coup, on exclut de la masculinité tous les hommes qui ne sont pas porteurs de ces canons virils. Et ça, c'est une superbe piste, à mon avis, pour expliquer le besoin de domination du masculin sur le féminin, cette peur de l'homosexualité et de fait, ce dont on parlait avant dans l'épisode du mois dernier, pourquoi on préfère voir jouer les garçons au petit camion qu'à la poupée ou être chirurgien plutôt qu'esthéticien, en fait. Et ce que Olivia Gazalet explique également, c'est que ce but ultime de la virilité, comme on l'a déjà dit avant, c'est une source de souffrance pour les hommes et les femmes de la même manière, en fait. Alors, pas forcément au même niveau, pas forcément au même degré, mais c'est pour les deux genres une source de souffrance et une source de domination par les hommes déclarés forts. Bon. Je m'arrête là, hein. Je pourrais en parler encore pendant des heures, je pense que ça se voit. Si je vous ai donné un peu d'intérêt, donc lisez ce livre. Et si vous n'avez pas forcément envie de le lire, il y a un podcast qui s'appelle 70 minutes avec, de Guillaume Hachaz, avec Olivia Gazalet justement, qui dure, je dirais environ 1h30 et qui est absolument, absolument fantastique et qui donne vraiment énormément de pistes et qui développe tous ces concepts sur lesquels je suis passée rapidement. Et puis je termine en la citant donc, elle dit « Parce que le féminin est dégradé, l'efféminé est considéré comme dégradant. » Mais c'est là, on voit, c'est là que ça vient en fait. C'est exactement là, ouais, c'est hyper intéressant. Pardon. Je suis si... ça me palpite. Ouais, non mais c'est hyper intéressant hein, de voir d'où ça vient, vraiment. Ouais. Du coup, ça permet aussi de mieux comprendre. Ouais. Et les conséquences que ça a sur le caractère, sur le comportement, etc. Voilà, ouais, exactement. Du coup, là maintenant, on va voir justement les conséquences sur le comportement. Les garçons, en fait, ils prennent beaucoup de place partout. On en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent, hein, et notamment dans l'espace public. C'est important d'éduquer les petits garçons à prendre moins de place et aux petites filles à en prendre davantage afin que ça s'équilibre un peu. Ouais. Il suffit juste d'être attentif ou attentive à l'extérieur. En fait, les garçons et les hommes, ils sont partout. Dans les cours d'école, qui c'est qui joue au ballon au milieu de la place? Qui reste dans les coins à jouer et à parler tranquillement? À la marelle ou à l'élastique. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi, en été, je vais de temps en temps à la piscine de mon quartier en été. Et l'été dernier, vraiment, ça m'a frappée. C'est une piscine gratuite, c'est la piscine du quartier vraiment. Et le bassin, il est calme et tranquille. Et à partir d'une certaine heure, genre vers 13h30, 14h, comme ça, il y a des groupes de garçons qui arrivent. Donc, les groupes de garçons, ils ont genre entre 10 et 14 ans. Et au moment où ils arrivent, c'est l'enfer parce qu'ils font des bombes tout l'après-midi. Donc, en fait, ils se mettent tous en ligne, comme ça, et ils sautent sans arrêt, les uns après les autres, au milieu de la piscine, et ils font ça pendant 4 heures. Et quand ils font pas des bombes, non mais vraiment, parce que l'année passée, je les ai vraiment observés, et le bassin, ça devient invivable. Hein. Ah oui. Et puis et quand ils sont pas en train... ouais. Et ils gueulent, ouais. Et quand ils font pas... Je m'excuse. Il y a ton chat. Oui, j'ai un chat qui est en train de sentir. Je vais faire une photo. Tu la mettras dans le montage de l'épisode. Elle est en train de sentir l'appareil photo, enfin la caméra.
Et je pense que dans un moment... bref, pardon, je m'excuse. Je vois arriver le drame. Parce que je vois que tu es en train de regarder. Oui, non, mais elle est là, tu sais, elle se frotte comme ça à la caméra au cas. Voilà, attention, là, elle arrive, attention. On la voit passer. Oh, bonjour. Pardon, continue. Ils sont mignons. Alors, Si vous voulez un chat, je vous le donne. Hein. Donc, quand ils sont pas en train de faire des bombes, ils vont gicler et couler les filles qui jouent tranquillement. Et en fait, ils font chier tout le monde. Ils font chier tout le monde. Parce que nous, on peut pas vraiment aller se baigner sans devoir les éviter. On peut plus nager. Ils font tellement de bruit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a personne qui leur dit rien. Parce qu'il y a des maîtres nageurs qui sont là toute la journée pour surveiller le bassin. Il n'y a personne qui leur dit rien. Et on tolère complètement que genre 6 à 10 garçons rendent la piscine totalement désagréable pour tout le monde, sauf pour eux en fait. Oui, mais ça c'est parce que maintenant c'est ce boys will be boys, comme ils disent ici. Hein. Les garçons, c'est des garçons, c'est dans leur nature. Hein. C'est dans leur nature. C'est dans leur nature de faire chier, ouais. Non mais, alors déjà, non mais alors ça certes. Non mais moi c'est un truc qui m'énerve en fait, ce concept, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup ici, c'est boys will be boys. Les garçons seront toujours des garçons. Ça m'agace parce qu'en fait, quand une fille fait un truc qui n'est pas considéré comme un truc de fille, on va lui le faire remarquer. Hein. Les gros mots, c'est pas joli dans la bouche d'une fille, ou bien tu n'es pas très féminine, etc. Alors qu'en parallèle, quand c'est le comportement des garçons, quel que soit leur comportement de merde, hein, c'est boys will be boys. On avait même entendu les républicains, à l'époque où Trump avait déclaré attraper les femmes par la chatte, on avait même entendu les républicains utiliser ça comme une excuse en disant ouais c'était du locker room talk, boys will be boys, etc. Non, boys will be boys, c'est... Déjà ça ne devrait rien excuser, mais éventuellement boys will be boys, voilà, ils sont un petit peu chiants, etc. Mais on ne peut pas excuser les comportements dérangeants sur la place publique ou agressifs ou violents. On ne peut pas juste donner comme excuse boys will be boys, c'est pas possible. Mais non, parce que vraiment pour eux, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est vraiment, ils peuvent faire n'importe quoi tout le temps. De toute façon, c'est bon, c'est des mecs, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est ça. C'est pas, ça, c'est non, pas vraiment acceptable. Quoi. Avec ça, hein. C'est pas acceptable. Non. Ouais. Et ça, c'est partout pareil au niveau de la place à l'extérieur. Et on le voit très bien avec les infrastructures extérieures. Il y a un article du Temps de mai 2021 qui nous apprend qu'à Lausanne, les hommes occupent la quasi-totalité, donc 93% des terrains de sport subventionnés par la ville. Et les hommes reçoivent aussi la quasi-totalité, donc 96% des subventions pour équipes élites. Et enfin, il y a un seul quart des subventions et aides allouées qui sont au bénéfice des femmes. Et ça se voit assez facilement. Il suffit d'aller quand il y a des places à l'extérieur, par exemple pour faire du skate, ou pour faire du basket, ou pour faire n'importe quoi. Il n'y a jamais de meufs. C'est tout le temps que des mecs. Tout le temps. Ou quelques-unes. Ou si elles sont là, elles sont dans les coins. Ouais. Ou alors, si elles sont pas là, c'est aussi parce qu'elles se sentent peut-être pas à l'aise et pas en sécurité. Ah ben non. Dans un groupe, ça c'est aussi un truc, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. On l'a un tout petit peu touché dans l'épisode précédent par rapport au harcèlement et cette notion d'appartenance de la rue. Mais il faut aussi dire le fait que, en tant que femme, on n'est pas toujours à l'aise dans l'espace public. De un, parce qu'on sait d'une certaine manière que ça ne nous appartient pas. Et de deux aussi, parce que vu que les hommes savent, eux, que ça leur appartient, ils se permettent de se comporter comme des porcs. Vraiment. Et puis, tu sais, en plus, il n'y a pas de meufs dans ces endroits, c'est pas parce qu'elles veulent pas y aller, c'est que je pense qu'elles y vont, et en fait, elles sont découragées ou les mecs les chassent, en fait. Parce que si on crée des infrastructures extérieures qui sont réservées aux meufs, je suis sûre que c'est plein. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes filles qui vont faire du basket, qu'il y aurait plein de jeunes filles qui iraient faire du foot, enfin, tous ces trucs à l'extérieur. Vraiment. Il y a plein de femmes au milieu et plein d'hommes, de male tears autour d'hommes qui viendraient dire « Et nous, on veut aussi des endroits pour nous !» Oh mon Dieu. C'est de la discrimination dans l'autre sens. Pas normal, nous aussi on veut jouer. Va à l'autre côté de la route, il y a aussi un terrain de basket. Non, on veut celui-là, il est plus joli. Ok, très bien. Il est neuf. Oh, très bien, j'en suis ici. Très bien. Faites-toi plaisir. Oh purée. Supportable ces gens. Oui. Donc les petits garçons et les hommes apprennent ainsi toute leur vie à prendre toute la place et les filles et les femmes à en prendre le moins possible. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit très bien au travail.
et prêtez-y attention. Quand vous êtes en séance, s'il y a des hommes, et ça vraiment, vous le verrez. Si une fois vous l'avez remarqué, après vous le verrez toujours parce que c'est systématique. En séance, s'il y a des hommes, ce sont beaucoup eux qui parlent. Ce sont beaucoup qui parlent en premier ou qui parlent le plus longtemps ou qui coupent la parole. Moi, par exemple, je le vois bien dans mon travail parce que c'est un travail social. Donc, il y a 90% de femmes. Et dans les séances, c'est presque toujours les quelques hommes présents qui parlent en premier, qui ont un temps de parole qui est quand même relativement élevé en comparaison avec le nombre qu'ils sont. Et puis, c'est une dynamique qui se complète bien puisque les hommes ont l'habitude de prendre toute la place et les femmes, elles ont l'habitude d'en prendre le moins possible pour ne pas déranger. Et après, on se retrouve avec des types qui monopolisent le temps de parole. Et puis en plus, c'est souvent pour dire des conneries la plupart du temps. C'est pas faux, ouais. On avait fait une story Instagram il y a quelques semaines sur le syndrome de l'imposteur au travail, chez les femmes spécifiquement. Et une abonnée nous a raconté une anecdote que je vais vous lire, qu'elle nous a autorisé à partager. Elle raconte que, je vous le lis, une chose qui m'a marqué un jour, on était en réunion en train de balancer des idées pour un jeu. Elle dit qu'elle travaille dans l'animation. Je commence à donner mon point de vue et des idées pour un déroulement d'un jeu et on me répond à peine. 5 minutes après, un collègue masculin répète pratiquement mot pour mot mon idée et là, j'entends tous les autres dire « Ah mais oui, c'est super, très bonne idée, partons sur ça, etc. » J'en suis restée bouche bée. Et je trouve que c'est un excellent exemple, merci pour le partage, c'est un excellent exemple de, encore une fois, du manque d'intérêt, on va dire, du féminin dans le monde collectif en fait. Oui, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le monde du travail. Quand c'est des femmes qui disent quelque chose, on les écoute pas, et les hommes ils disent la même chose 5 minutes après, et là c'est « Ah, quelle merveilleuse idée !» Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, comme on en parlait juste avant, les petites filles, elles sont encouragées à développer... comme on en parlait dans l'épisode premier, les petites filles, elles sont encouragées à développer les compétences de soins aux autres, qu'on appelle aussi le care, et le care c'est le mot anglais pour dire ça. Ça passe aussi par le don de soi, le fait de s'oublier pour le bien des autres. Et on voit beaucoup ça dans la posture de la mère sacrificielle qui n'aurait plus aucun besoin personnel et qui donne tout à ses enfants en s'oubliant complètement. Et puis à ce sujet, on vous recommande de lire le livre de Ilana Weisman qui s'appelle « Ceci est notre postpartum ». Et elle parle bien de ça et c'est très intéressant. Donc on éduque beaucoup les petites filles en leur disant qu'elles retireront de la satisfaction à faire des choses pour les autres. Moi je sais pas toi Amy, mais moi en tout cas je ressens hyper fort. Pour moi c'est une satisfaction quand je fais des choses pour faire plaisir aux autres, je me sens utile, comme si c'était ça ma vraie fonction. Il y a ce concept d'aider souvent aussi, je trouve. Ouais, on le verra après quand on parlera des métiers, mais c'est toujours le concept d'assister, d'aider, de vouloir se rendre utile, etc. Moi je regarde, c'est un truc sur lequel je travaille maintenant beaucoup au travail, mais quand il y a besoin de faire un truc, de pas toujours dire non mais moi je le fais. Alors, c'est aussi ma personnalité, mais c'est un truc hyper masculin. Moi, je vois pas beaucoup souvent de mes collègues, dans une réunion, on est 35, je vois pas souvent des collègues masculins dire « Non, attendez, moi, le truc qui va être hyper chiant, je le fais. » C'est vrai. Ouais, exactement. Et ce qui est difficile, c'est qu'on nous éduque comme ça et que ensuite, par exemple, quand on est en couple, ça peut arriver qu'on ait de la satisfaction au début à faire les trucs pour notre conjoint. On fait sa lessive parce que ça l'embête, on fait le ménage parce qu'on le fait mieux que lui, blablabla. Et au début, c'est un peu c'est un peu considéré comme des preuves d'amour. On le fait parce qu'on l'aime. Sauf que après, c'est une routine qui s'installe et on se retrouve à tout faire. Et on parle même pas de la charge mentale qui s'abat sur les épaules des femmes quand les enfants arrivent. Et dans notre société capitaliste, les femmes, c'est des employées gratuites qui sont au service de la famille. Elles élèvent les enfants, elles font le ménage, elles tiennent la maison. Elles sont un support pour les hommes qui continuent de travailler. Elles sont en charge donc de tout le travail reproductif qui est gratuit, qui est non payé et qui est dévalorisé. Pendant que les hommes, ils font le travail productif qui, lui, est rémunéré et valorisé. Il n'y a pas de retraite pour les femmes au foyer. Et puis, une femme au foyer, c'est H24. C'est pas qu'à 19h, tu t'éteins ton téléphone et puis c'est bon, demain c'est férié, c'est un long week-end. Ouais. Et donc, tu te retrouves, tu as un minimum de retraite parce que tu n'as pas cotisé. Ouais. Alors que tu as travaillé toute ta vie quand même. Oui, carrément, oui. Puis que c'était pas non plus, ça peut pas non plus être le truc le plus palpitant. Je dis pas que bosser en entreprise, c'est la panacée, mais. Ouais, exactement. Donc maintenant, on va parler des conséquences justement sur les vies professionnelles. Ouais. Alors,
je vais commencer par le commencement rapidement. La mixité à l'école. Alors, mixité dans l'enseignement public à Genève, 1969. Voilà. Concernant le passage définitif de la non-mixité à la mixité au sein de l'école en Suisse, on a trouvé un article de Valérie Opériol, de l'Université de Genève toujours, qui datait de 2015 et qui s'appelle « La perspective de genre dans l'enseignement de l'histoire ». On vous mettra aussi le lien si ça vous intéresse. Et donc, dans cet article, on lit qu'en Suisse, sa généralisation à tous les niveaux, donc la génération de la non-mixité à tous les niveaux de la scolarité, apparaît dans les recommandations de la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 30 octobre 1981. Donc voilà, bon après voilà, on sait qu'en Suisse on a toujours un peu un wagon de retard. Par rapport à la France, c'était en 1965 avec la circulaire du 15 juin. Et à partir donc de cette date, la mixité devint le régime normal de l'enseignement primaire pour les écoles nouvellement construites. Et puis ça a été généralisé à tous les établissements scolaires du pays, en France donc, par un décret d'application de la loi Abi en décembre 76, donc 76. Voilà, donc ça c'est pour la partie historique, mais en fait on va voir aussi à quel point le fait d'être mélangé dans les classes, qui était déjà quand même un grand plus, hein, ça n'a même pas été synonyme vraiment d'égalité. Ouais, exactement, parce qu'il y a un souci avec l'école et les hautes écoles, c'est que ce sont les normes masculines qui les régissent. Et de fait, les normes masculines, elles vont donner l'avantage aux garçons, puisque ce sont des codes qu'ils ont appris et acquis. Donc, selon un article du Monde, et je cite, « Les femmes obtiennent de meilleurs résultats en cours de scolarité, mais réussissent moins bien les concours des meilleures grandes écoles que les hommes. Raison, les femmes souffriraient plus dans un environnement concurrentiel. Les candidates au concours de l'école ont beau avoir de meilleurs dossiers que leurs concurrents masculins, mention ou bac supérieur, meilleure représentation dans les bonnes classes préparatoires, elles y réussissent moins bien. Alors que le pourcentage d'hommes et de femmes candidats est équilibré sur les 3 années étudiées, c'est à peu près 50-50, hein, le pourcentage de femmes admissibles tombe à 46,32% et celui d'admises à 45,92%. Après le concours, celles qui l'ont réussi obtiennent en première année en moyenne des notes d'examen supérieures à celles de leurs congénères masculins. Donc on voit bien qu'en classe, elles ont le même niveau que les hommes, mais c'est la porte d'entrée qui se ferme à cause de la manière dont sont organisés les concours qui favorise l'oral. Et ça s'est vérifié durant la pandémie, où il y a des examens oraux ont dû être transformés en examens écrits. Et par exemple, la Normale Sup, l'école Normale Sup, habituellement, les femmes représentent un peu plus de la moitié des admis et des admises, 54% en moyenne au cours des 5 dernières années. Mais en 2020, elles ont représenté 67% des reçus. Et chez l'île littéraire, c'était 78% de femmes contre 59% habituellement. Donc c'est incroyable la différence. Ouais. Hein? Et encore une fois, c'est quand ils annulent les oraux, donc ils annulent le concept de faciès finalement. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant. Et puis, une autre conséquence qu'on a vue, c'est que les filles choisissent des filières qui sont aussi moins rentables. Hein. Alors, c'est ce dont on parlait dans l'épisode précédent, qu'en tant que petite fille, on est un petit peu conditionné, même pas un petit peu, on est carrément conditionné à être dans le soin aux autres, dans le care. Et en fait, ça se traduit souvent par des choix de profession dans lesquels ces mêmes petites filles, elles vont pouvoir mettre à profit ces compétences. Donc, on retrouve des infirmières, des aides-soignantes, des assistantes sociales, des assistantes en soins communautaires, assistantes socio-éducatives, etc. Et c'est vraiment tous des métiers où on retrouve une majorité de femmes et qui, au passage, sont des métiers qui ne sont pas forcément très bien payés. Coïncidence? Je ne pense pas. Ah non. Et tu remarques aussi, c'est ce que je disais avant, c'est tout... Bon, alors, il y a infirmière, mais c'est aide, assistante. C'est dramatique. C'est fou, ouais, quand même. Moi, j'ai une première formation, j'ai fait assistante en pharmacie. J'en sais même plus, j'ai fini en 2006, je crois, enfin, ça date pas d'hier. On était 3 classes, il y avait un gars, un mec. Ah ouais. Et puis, il faisait ça parce que lui, il voulait faire, sauf erreur, maintenant, il bosse avec les chirurgiens là, en salle d'opération. Ok. Il y avait un gars, on était 3 classes, on devait, j'en sais rien, 20-25 meufs par classe, un type.
Et je veux dire, c'est un métier qui est... Alors voilà, après ça plaît pas, moi ça m'a pas forcément hyper plu, mais c'est un métier quand même intéressant. Je veux dire, il y a du contact avec les gens, il y a du conseil, je veux dire, c'est quand même un métier du médical. Et en parallèle, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant par contre, énormément de pharmaciens. Ah ouais, Que des assistantes en pharmacie, mais énormément de oui, pharmaciens. Et que des pharmaciens. Oui, pas que, tu mais sais, ça m'a... Ouais, normalement. Ça m'avait choqué une fois à Lausanne. Il y avait 4 assistantes en pharmacie et débarque le pharmacien, le seul mec du truc. Ouais. Non, tout à fait. Après, voilà, j'ai 1 million aussi de petites anecdotes sexistes, mais par rapport aux clients qui ne te croient pas. Alors, soit parce que tu es jeune, soit parce que tu es une fille qui veulent tous lui parler au pharmacien. Puis, par contre, quand il y a que la pharmacienne, alors dans ce cas-là, c'est pas grave, on écoute la fille qui est devant toi. Enfin, il y a tout un tas, voilà. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, il y a ce concept, comme tu disais dans l'épisode précédent, les filles sont bonnes en français, les garçons sont bons en maths. Du coup, la pharmacie, c'est quand même un peu de la science, c'est un peu des maths. Donc, on va plutôt y aller en tant que garçon. Et puis, je sais pas où on en est actuellement, mais je peux vous dire qu'à l'époque, assistante en pharmacie, ça gagnait pas pharmacien. Au niveau du salaire, c'était pas... en fait, tous ces métiers, comme tu dis, c'est tous des métiers qui sont mal payés. Ouais. Et voilà, donc c'est ça qui est dramatique, c'est que ces métiers, ils sont perçus comme féminins, et comme on l'a vu avant, dans la société patriarcale, ce qui est perçu comme féminin est dévalorisé et déconsidéré. Les compétences nécessaires pour ce type d'emploi, qui sont l'écoute, l'empathie, le soin, elles sont considérées comme naturelles, comme si les femmes, elles avaient naturellement ces compétences, et que du coup, dans cette logique, c'est pas nécessaire de les rémunérer beaucoup pour ça. Voilà. Ding, ding, ding. Et c'est pas un hasard si toutes les professions du care donc sont mal payées. Ouais. Et il y a un exemple qui est vraiment typique, c'est les mamans de jour. Alors maintenant, ça s'appelle accueillante en milieu familial, un truc comme ça. Ça c'est un autre truc qui me fait... Par contre, ça, un autre jour. Quel est l'intérêt de changer les titres des métiers comme ça? Parce que maman de jour, je pense que ça faisait un peu bizarre. Oui, mais au final, c'est quoi? C'est accueillante. C'est pas accueillant ou accueillante, ce sera accueillante. Donc au final... Ouais, c'est accueillante en milieu familial. Ouais. Balance un peu la poussière sur le tapis. Mais bon. Ouais, donc il y a les accueillantes au milieu familial ou les nounous. Ça, c'est quand même des métiers qui demandent énormément de savoir et de compétences. Et les parents ont énormément d'exigences pour ces personnes. Oui. Et d'ailleurs, c'est quand même un des métiers les plus importants. Enfin, c'est quand même, on élève, ces personnes, elles élèvent quand même pas mal les adultes de demain. Donc, non, mais je pense que ce serait judicieux de payer convenablement les gens dont le métier, c'est de maintenir nos enfants et nos aînés en vie. En vie. C'est clair, c'est clair. Oui, et quand tu vois qu'il y en a plein qui sont payés 10 francs de l'heure pour s'occuper d'enfants au quotidien, non mais... Après, je sais pas, c'est peut-être... Enfin, moi, tu sais, il y a certaines fois où tu te dis, mais... Tu vois le prix d'un truc et tu te dis, mais c'est pas assez cher en fait, c'est pas assez cher pour la qualité, tu vois. Je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment, tu sais. Ouais. Et moi je me dis, mais je sais pas, moi une meuf que j'ai payé 10 francs, elle va faire quoi mon gamin? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, elle va lui faire enfiler des perles toute la journée pour non mais sans déconner, tu fais quoi avec 10 francs de l'heure? Ouais. Oui, puis en fait, le problème aussi, c'est que il n'y a pas vraiment d'aide de l'État pour payer, parce qu'en fait, les personnes qui ne gagnent pas beaucoup, tu peux évidemment pas payer ta nounou 25 francs de l'heure si toi, quand tu bosses, tu en gagnes 28. Ouais. Enfin, et ça crée aussi des femmes au foyer, parce que moi, ça c'est un truc que j'ai entendu souvent des amis. C'est ça, et la fille, elle te dit, moi, je sais rien, moi je gagne, j'en sais rien, 25 $, la nounou, elle est à 23. Ouais. Du coup, je vais gagner 2 francs de l'heure, je vais pas aller travailler, finalement, je vais rester avec mes enfants. C'est vraiment un servicieux, C'est vraiment un servicieux. Ouais. Et un autre, on va dire, double phénomène qu'on voit par rapport à ça, donc tout ce problème de l'école, etc., c'est que, donc, on galère en tant que fille, on galère pour avoir les mêmes droits que les garçons, on galère pour aller dans les mêmes écoles, etc., mais finalement, on y arrive, on obtient le même diplôme, et du coup, on pourrait se dire, c'est bon, ça va se tasser au cours de la carrière, voilà, j'ai galéré, maintenant c'est bon. Et en fait, pas du tout, on a écouté un épisode du podcast de l'UNESCO et UN Women. C'était le tout premier épisode. Et dans cet épisode, l'invitée, c'était Frédérique Matonti, qui est une politologue. Et en fait, elle décrivait cette idée de course d'obstacles dans la carrière pour les femmes, que je trouvais très, très intéressante. Elle explique que, en fait, si à notre époque, la carrière d'un homme, elle est souvent garantie de suivre un chemin à tracer, la bonne école, le job stable, qui lui permettra de gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères, la carrière d'une femme, elle se rapprochera, quant à elle, plus d'une course d'obstacles qui va être vraiment jalonnée de mille et une barrières, plus ou moins difficiles à franchir. Alors,
en théorie, et ça on va en parler juste après, en théorie, on peut plus ou moins arriver au même poste qu'un homme, mais avec ce concept de course d'obstacles, on va devoir commencer par surpasser tous les problèmes qui sont entre autres, mais pas seulement liés au congé maternité, au stéréotype que les femmes accordent plus d'importance à la famille qu'à leur carrière et que du coup on peut leur donner moins de responsabilités, au stéréotype qu'il faut des couilles pour être un bon manager, etc. etc. Donc ça c'est vraiment le premier pan de cette réalité. Et le deuxième pan de cette réalité d'être une femme en entreprise, c'est se taper la tête contre le plafond de verre. Alors, le plafond de verre, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément familières avec le concept, c'est ce fait que dans une structure hiérarchique, il y a comme un plafond invisible qui empêche les femmes d'accéder à certains postes de pouvoir à partir d'un certain échelon. Donc, c'est vraiment que tu peux aller aussi loin que ce plafond de verre et il est transparent, donc tu vois en dessus. Mais à partir de là, pour toi, c'est mort, c'est bloqué. En fait. Et c'est vrai que c'est un concept qui est visible partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les branches et dans la plupart, si ce n'est tous les pays. Et là, je vais citer la sociologue Jacqueline Laufer qui dit « Partout, on constate que les femmes sont de plus en plus rares au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie et qu'elles demeurent minoritaires dans les postes de décision et de responsabilité à haut niveau. » Alors, moi, je bosse à New York, je bosse dans le monde de la mode et je constate que le plafond de verre se brise un petit peu. Alors, c'est peut-être le fait que les États-Unis ont tout un tas de lois anti-discrimination. On passe notre temps au boulot à faire des formations anti-discrimination, que ce soit des discriminations de sexe, de couleur, d'orientation sexuelle, etc. Ce qui est excellent. Hein. Je critique absolument pas, c'est fabuleux. C'est juste qu'au bout d'un moment, enfin, je veux dire, moi ça fait 6-7 ans que je bosse ici, j'ai dû en faire une douzaine de ces trucs et c'est toujours les mêmes trucs, tu sais, et c'est toujours mais c'est génial. Oui, alors non, c'est génial, mais c'est alors non, mais là c'est trop, mais c'est génial d'avoir ça. C'est trop, c'est le contenu. Ça va être des trucs genre, mais ça va être des trucs genre, j'en sais rien. Jean Zizi arrive dans son entreprise et arrive à la salle de pause et il croise, j'en sais rien, machin truc qui est ouvertement homosexuel. Et donc là, Jean Zizi se dit, on va faire une blague et lui dit, alors, les tarlouses, ça va? Donc ça c'est la petite scène. Donc tu as toujours, c'est soit des petites scènes filmées où c'est des mauvais acteurs qui font les scènes, soit c'est des trucs qui t'expliquent. Puis après la question c'est, est-ce que Chantilly a eu raison de s'adresser à Monsieur Machin comme ça? Enfin, en fait, c'est tellement réducteur que ça en devient risible. Mais le principe est bon. Mais c'est génial, voilà. La prochaine fois que j'en ai un, je prendrai des petites notes. C'est super intéressant. Et en fait, je pense que c'est ça. Ou alors je pense aussi que c'est peut-être lié au fait que le monde du fashion dans lequel moi je bosse, c'est soit des femmes, enfin c'est 95% de femmes, je veux dire, on est en majorité des femmes, c'est peut-être un peu les deux. Mais moi, je vois que les choses changent et je vois aussi qu'il y a une certaine forme de fierté pour les entreprises à avoir des femmes dans les hauts postes. Alors, c'est peut-être du féminist washing, ça peut être un tas de trucs, mais d'un côté, c'est très bien. Moi, je veux dire, quand je vais dans un entretien et qu'on me dit, voilà, nous, 80% de nos leaders, c'est des femmes, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est mon expérience personnelle. Je pense que si tu travailles dans d'autres sphères, même si c'est aux États-Unis, ça doit être différent. Et je sais aussi que pour toi, Mélo, l'expérience, elle est radicalement opposée. Ouais. Comme j'ai dit avant, moi je travaille dans le domaine social, donc où il y a une majorité de femmes, donc 90% de femmes, je pense. Alors chez moi, par contre, le plafond de verre, il saute aux yeux parce que, quand on voit le nombre, comme toi, tu vois, quand on voit le nombre de proportions d'employés, il devrait y avoir une même proportion dans les postes de direction. Et ce que j'observe, c'est que les femmes, elles arrivent à monter jusqu'à chef d'équipe, par exemple, c'est un cran au-dessus de moi, et puis, mais que plus haut, c'est que des hommes. Et le problème, c'est dans toutes ces structures sociales comme ça, c'est pas que les femmes, elles veulent moins faire carrière ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que les hommes qui sont au poste de pouvoir, ils engagent d'autres hommes, des potes à eux ou des et le boys club. Et de fait, ils excluent les femmes qui ont aussi toutes les compétences pour diriger. Ouais, non, tout à fait. C'est assez parlant et je trouve intéressant justement de terminer là-dessus. Après ça, on va commencer à vous donner quelques pistes. Mais je trouve intéressant aussi de terminer là-dessus. On a vraiment vu cette hiérarchie, les jouets, l'école et le travail. Et en fait, on voit que vraiment, en tant que femme, on n'est pas aidé, quoi. On n'est pas aidé. Ah non. Et ça ramène ce qu'on disait dans l'épisode précédent, le fait il faut qu'on s'arme, en fait.
Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dans le travail engager des femmes si elles n'ont pas les compétences. C'est pas le concept de mettre les femmes au-dessus des hommes. C'est vraiment juste ce concept de donner plus d'égalité. Parce qu'à compétence égale, on ne devrait pas avoir à subir les conséquences des stéréotypes. Vraiment. Exactement. C'est vraiment important. Et puis, juste une petite chose, avant de passer au prochain chapitre, quelque chose aussi que j'ai entendu dans une de ces interviews de Olivia Gazalet, elle explique que vu que le genre est une construction sociale, c'est aussi possible de le déconstruire. Et c'est ça aussi qui fait peur aux hommes et aux masculinistes plus spécialement. Et c'est pour ça qu'ils ont peur, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que toute cette construction, c'est du vent en fait. Il n'y a aucune base solide. Et je pense que c'est aussi ça qui leur fait peur. C'est que vu qu'il n'y a pas de base solide et que c'est une construction, on peut la déconstruire. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail. C'est ce qu'on essaye nous de faire ici. Mais c'est possible. On va s'épuiser un moment avant. Ah oui, après je pense, tu sais, on a reçu vraiment pas mal de ces messages qui sont toujours adorables sur notre compte Instagram récemment. Des gens qui nous envoient des messages en disant merci pour ce que vous faites, vous m'avez ouvert les yeux sur tel et tel truc. On a reçu beaucoup ce genre de messages suite à notre épisode sur la musique, le sexisme dans la musique. Merci beaucoup, j'avais jamais réalisé, je m'étais jamais fait la remarque. Et en fait, pour nous, c'est ça qu'on essaie de faire en fait. Je pense qu'on aura de la peine à changer le monde. Mais voilà, si on peut ouvrir... Non, mais c'est ça. Mais si on peut ouvrir les yeux à quelques personnes... Oui. C'est ça. C'est le but des féministes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est de transmettre les savoirs, puis que de plus en plus de gens en soient conscients pour qu'on puisse changer. Ouais. Non, tout à fait, oui. Bon, et du coup, comment on change on change en... Allez. Nous, la façon dont on vous aide à changer, c'est en vous donnant des pistes, hein, donc vers une éducation non genrée. Et puis aussi, également... pour déconstruire l'éducation que nous-mêmes on a reçue et pour pas continuer à le transmettre. Donc une première idée, ce serait d'exposer les enfants à toutes sortes de jouets et d'activités qui conviennent aux filles comme aux garçons. C'est ce qu'on discutait avant dans le premier épisode. Pas besoin de ces parties génitales pour jouer. Donc, ou alors, encore une fois, on n'est pas sur des jeux pour enfants. Donc vraiment, montrer à vos enfants des jeux, montrer à vos enfants des modèles qui vont à l'encontre de ces stéréotypes, des infirmiers, des policières, donner des panoplies de nettoyage aux petits garçons, donner des poupées aux petits garçons. Le jour où ils auront des enfants, ils auront déjà une piste comment faire, ils se rappelleront, etc. Créons des environnements de jeu qui soient à la fois attrayants pour les garçons et pour les filles, et des environnements de jeu où les deux genres peuvent interagir de manière positive avec des pairs PAIRS, mais des pairs des deux genres. Aidons-les à développer des capacités pour interagir efficacement dans des groupes mixtes, pour acquérir une meilleure compréhension des différences et des similarités entre les genres. Les différences entre les genres, elles existent, bien entendu, mais il ne faut pas les appuyer, il ne faut pas leur remettre une couche. On peut les voir, on peut les observer, et puis ensuite passer outre. C'est tout à fait possible de passer outre. Évitons de véhiculer des idées stéréotypées. Ça, c'est ce qu'on vous disait dans le premier épisode. Confrontons nos propres préjugés et nos propres stéréotypes sexistes avant de les repasser aux enfants. Faisons gaffe à ce qu'on dit. Quand on console un enfant qui pleure, alors t'es un grand garçon, il ne faut pas pleurer. Non. Déjà, laissez pleurer les enfants, laissez pleurer les garçons. Invitez les enfants, quel que soit leur genre, à ressentir leurs sentiments. Tu pleures, pourquoi tu pleures? Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être frustré. Quelle émotion tu as, exactement. Ouais. C'est ça. L'émotion, c'est pas l'apanage des filles. Et en parallèle, pareil pour les filles, les gros mots, c'est pas joli dans la bouche d'une fille. Non, les gros mots, c'est pas joli dans la bouche de personne. Je dis, moi, je parle comme un charretier, c'est une horreur que je sois une fille ou un garçon. Non, mais c'est une catastrophe. Moi, tu m'entends parler, j'ai honte. Et puis, je parle comme ça en français et en anglais. C'est une catastrophe. Non, mais c'est une catastrophe. C'est un autre problème, mais c'est une catastrophe. Les filles, c'est... Pourquoi tu tapes ton petit camarade? Les filles, c'est gentil avec les autres. Non, peut-être que la fille, elle tape son petit camarade pour se défendre. Il ne faut pas forcément pousser la violence, mais ma foi, si c'est pour se défendre, il faut se défendre, je veux dire. Laissons les enfants explorer d'autres rôles. Les exposer, comme on disait avant, à des modèles qui vont à l'encontre des stéréotypes. Ça, c'est important aussi. J'ai une amie qui me racontait il y a 2 jours qu'elle était avec son petit neveu récemment.
Et puis il a jeté une balle et puis il lui a dit tu vois, moi je tire pas comme une fille. Elle a été chercher la balle, elle a balancé un taquet. Alors elle lui a pas tapé dessus au gosse, hein, elle l'a tapé, mais un taquet à l'autre bout du jardin. Puis elle lui dit pourquoi c'est ça, balancer comme une fille, c'est ça que tu veux pas faire, c'est tirer comme il faut. Et elle m'a dit, le petit, il était tout à fait surpris. Et il était là, ah non, bah ça va, les filles, ça peut aussi tirer fort. Trop bien. My work done, my work here is done, c'est bon. Non mais c'est hyper important. Je veux dire, les enfants, en étant socialisés avec leur père, PARS de nouveau, à l'école, ils vont revenir avec ça. Bah ouais. Vous allez les entendre dire, posez-leur les questions. Comment ça, les garçons, ça porte pas du rose? Pourquoi? Comment ça, les garçons, il faut pas tirer comme une fille? Comment ça tire une fille? Montrez-leur les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques à la télé, là, récemment. Plus récemment, quand l'épisode il sera publié, mais enfin, cet été. Non, mais je veux dire, montrer que les femmes, elles peuvent battre les garçons. Il y a eu un truc aux Jeux Olympiques, partout sur Twitter, où les mecs... Non, mais l'idée... T'as vu ce truc? Les mecs qui expliquaient en tweet... Comment non mais enfin c'est bon moi je vais sur le terrain là et la meuf donc la championne olympique hein, non mais je la bats mais easy quoi. Qui battaient que des types qui se graillent la nouille depuis leur canapé et que le seul sport qu'ils font c'est enfiler un maillot de foot. Eux ils battent les championnes olympiques. J'ai vu. Non mais donc pour les personnes qui ne sont pas sur Twitter, il y a vraiment des mecs qui écrivent ça sur internet et qui le croient. Et il n'y en a pas eu deux, hein. C'était pas deux mecs. C'était... Non. Mais imagine, à part ça, encore une fois, d'un côté, je les envie un peu de dire, mais imagine à quel point tu dois avoir cette impression que the sky is the limit, il n'y a pas de limite. Mais vraiment, mais ils ont un ego. Mais mon Dieu. Mais d'un côté, mais imaginons seulement où on pourrait aller en tant que femme si on avait... Parce que ça vient encore une fois de l'éducation. Imagine si on avait le même ego où on irait. Imagine d'ailleurs. Alors c'est ridicule, c'est débile. Ils sont complètement delusional de penser que c'est possible. Mais ça montre à quel point ils n'ont pas de barrière. Putain, les filles, enlevons nos barrières. On ne pourra pas courir plus vite que Usain Bolt, mais on peut peut-être le croire et du coup peut-être se rendre compte qu'on court quand même très vite. Exactement, oui. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'un féministe qui dit « Chaque fois que tu doutes, imagine que tu es un homme blanc de 50 ans, imagine que tu as l'assurance d'un homme blanc de 50 ans. » Je l'avais jamais entendu, c'est fabuleux. Non, mais oui, en fait, il faut toujours se dire « Qu'est-ce qu'un mec ferait à ma place ?» c'est vrai. Tout. Non, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Ouais. Non, puis encore quelques petites pistes, hein. C'est ce dont on vient de parler. Peut-être que simplement remettre les stéréotypes en question et sans forcément vouloir prouver le contraire, mais simplement en minimisant l'importance du genre, en fait, sans mettre l'accent. Donc plutôt par exemple que dire, j'en sais rien, les garçons c'est fort, de dire mais pour faire ça il n'y a pas besoin forcément d'être fort. C'est ça, ouais. Ça peut être une bonne idée aussi. Et puis après voilà, les enfants ils seront confrontés à la misogynie à l'extérieur, hein. Mais je pense que comme on disait avant, c'est important, déconstruisons ça à la maison quand ils rentrent, posons-leur des questions, plutôt peut-être que leur dire je sais pas, le petit il rentre et dit moi je veux pas jouer à la poupée, c'est pour les filles, plutôt que dire bah non c'est pour les deux sexes. Faites-le déconstruire lui-même à l'enfant. Mais pourquoi tu veux pas jouer à la poupée? Qu'est-ce qui est féminin dans le fait de jouer à la poupée? Et je pense qu'on va voir aussi en déconstruisant ça, moi c'est un truc aussi que je remarque. Si maintenant on me fait, alors ça m'arrive moins ici quand même, mais une blague sexiste, plutôt que m'énerver ou comme ça, il affiche la personne devant tout le monde en disant j'ai pas compris, tu peux m'expliquer? Et ça, vous verrez souvent le mec essayer de faire ça, même aussi quelqu'un vous fait, j'en sais rien, une remarque sexiste, dans le plus grand des calmes, jouer un peu à la débile en disant j'ai pas compris, tu peux répéter, tu peux rephraser, tu peux m'expliquer pourquoi c'est drôle, je ne comprends pas. Et vous verrez que ça souvent les hommes ils sont là et ils comprennent en fait que c'est pas drôle. Mais ça marche aussi avec les enfants. Faisons-les déconstruire ce avec quoi ils reviennent de l'école. Il n'y a pas de fondement, c'est un truc qu'ils ont entendu, qu'ils ont répété. Profitons de le faire réfléchir à ça avec leur propre réflexion avant qu'ils se remettent à le retransmettre plus long en fait. C'est ça, Et puis la dernière chose aussi, c'est faisons attention quand on fait des cadeaux. Alors déjà, moi j'ai pas d'enfant, mais alors déjà, je pense qu'en tant que faiseur de cadeaux, évitons les trucs qui font du bruit, hein, déjà, pour la sanité des parents. Non, mais surtout, faisons attention à ce qu'on offre, je veux dire, que ce soit dans les vêtements, maman gentille comme maman, jolie comme maman, princesse comme maman, ou fort comme papa,
Ou alors, voilà, évite, vous voulez offrir une Barbie, je sais pas, offrez peut-être une Barbie vétérinaire ou peut-être offrir une Barbie de couleur pour montrer aux enfants que il n'y a pas que des femmes blondes d'1m70, quoi. Ouais, exactement. Et puis aussi, donc, on a quelques livres à vous proposer. Il y a Mes émotions d'Aurélie, alors on va mettre le nom, d'Aurélie Chiencho-Chin. Il y a Tu seras un homme féministe, mon fils, d'Aurélie Blanc. Il y a Les filles et les garçons peuvent le faire aussi, de Sophie Gourion. La grande princesse, de Julia Pietri. Le petit guide de la foufoune sexuelle, de Julia Pietri aussi. Et puis Kevin est une princesse, de Michael Escoffier. À chaque fois que tu dis Julia Pietri, ou à chaque fois que j'ai lu en lisant les notes de cet épisode Julia Pietri, il y a un truc dans ma tête qui a fait Ève, lève-toi et danse avec la vie. Moi aussi. Elle s'appelle comment? Julie Pietri. Ah, Julie. Oui. Parce que chaque fois je me suis dit, mais est-ce que c'est la chanteuse qui a fait ces livres? C'est pas elle. Ah, là tu viens de le faire. Ça, mais, tu sais, c'est autotune dans ma tête, c'est parti genre Ève, lève-toi. Oh mon Dieu, pardon. Ah, c'est ça, c'est Julie. C'est Julie Pietri. Je me disais, mais c'est la même. Ok. Non, c'est pas la même. Écoute, il fallait que je sorte de mon système. Ouais. Alors j'ai eu exactement pareil. Ça me rassure. Puis dans les podcasts, alors Émile en a parlé avant, il y a 70 minutes avec Olivia Gazalet. Il y a les couilles sur la table, il y a les épisodes J'élève mon fils et aussi l'autre qui s'appelle Éducation virile. Et puis à écouter avec les enfants, ça s'appelle 3 minutes contre les stéréotypes de genre. Voilà. Et puis un dernier point pour voir comment dans les magasins ou d'autres choses, il y a des trucs qui sont sexistes. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Pépites Sexistes. Et ça, c'est très intéressant aussi à voir. Ouais, tout à fait. Et puis on essaiera de vous retrouver ce fameux épisode sur la TSR sur l'éducation genrée également, qui est un très bon exemple. Exactement. Voilà. On arrive au bout. Ouais. Chouette. On espère que ça vous a plu. On espère que vous aurez, comme nous, appris des choses. Comme on le disait auparavant, nous deux, je crois que ça nous a quand même vachement... Je sais pas si c'est ouvert les yeux, mais voilà, moi, j'en ressors plus armée, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir plus d'idées et plus d'options sur comment ne pas continuer à retransmettre ces stéréotypes. Et puis, ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes sur la personne que je suis aujourd'hui et sur d'où certaines choses que je fais, que je dis ou que je pense, d'où elles viennent, en fait. C'est ça, ouais, exactement. Donc on espère que ça vous fera le même effet chez vous que ça nous a fait chez nous. Alors à bientôt, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Exactement, alors à bientôt. À bientôt.